puis on va accueillir Jean Régnier qui va faire un petit peu de chemin. Donc Jean Régnier, il a le décret dans la poche, hein, je peux vous dire. On l'a discuté un petit peu hier. Alors c'est aussi Monsieur Nutrirea, je ne sais pas si vous le connaissez. Nutrirea, vous avez sûrement participé à ses études 1, 2, 3. Je n'ai pas pu avoir le critère de jugement pour Nutria 3. Hein. On a beaucoup discuté. Non, ça ne sera pas pour aujourd'hui, donc je ne vous donnerai pas l'information. Oui, si tu veux, oui. Bon, je vais présenter brièvement Jean Régnier, qui est un ami qui a travaillé longuement à La Roche-sur-Yon, qui a développé une grosse activité de recherche. La plus connue et la reconnue d'ailleurs au niveau national, et c'est à La Roche-sur-Yon, puis il a rejoint le service de réanimation, de médecine intensive réanimation au CHU de Nantes maintenant il y a quelques années. Et puis on se connaît d'autant plus puisqu'on a été nommés ensemble, on est passé au CNU ensemble d'ailleurs. On attendait devant le jury avant d'être nommé PUPH. Et puis Jean qui s'est beaucoup investi, il était président de la Société de réanimation de langue française, donc vous l'avez vu à ce moment-là, a participé à d'innombrables commissions. Et puis là, il s'est un petit peu détaché de son service, tout en continuant à faire de la recherche, de la formation et à nommer d'autres personnes dans son service. Et puis il a beaucoup été impliqué sur la partie décret, hein, avec le rapport de l'IGAS qui est paru. Donc il va nous donner toutes ces informations-là. Et ce que j'ai cru comprendre, il y a du bon et du moins bon. À toi, Jean. Merci Jean-Pierre, ça marche? Oui, ça marche. Bon, merci Jean-Pierre, tu es un super pour chauffer la salle. Merci de... Je ne m'attendais pas à tout ça, mais bon, je te ferai un petit CV sur ma vie la prochaine fois. Ma vie, mon œuvre. Ok, en tout cas, vraiment merci de m'avoir invité ici. Merci Khaldoun. Merci Rulio, merci beaucoup. Je suis très très content d'être ici pour plein de raisons. Mais il y en a au moins deux. C'est qu'avant d'être à Nantes, j'étais chef de service de La Roche, comme peut-être tu l'as dit, je me suis et donc d'un service d'un hôpital extra-universitaire. Et quand j'étais président de la SRLF, on s'est attaché à créer un partenariat très très étroit avec le CREF. Et donc je suis vraiment content d'être ici avec vous. Alors effectivement, je vais vous parler du décret et de ce qui s'annonce. Et effectivement, il y a du bon et il y a du moins bon. Bon, on en a beaucoup parlé, mais après tout, on peut être fier de nous aussi. Vous venez d'en parler, mais on peut insister là-dessus. Nos services de réanimation, ça a été... ont joué une très très grande part. Alors bien sûr, il y a les autres... et je ne veux pas du tout occulter les autres, mais ne nous oublions pas, soyons aussi contents de nous, toutes nos équipes. On a été la résilience du système de soins, et on peut le dire carrément, la résilience de la France. Hein. Si le système de la réanimation n'avait pas tenu, si nos services n'avaient pas tenu, si les soignants n'avaient pas tenu, eh ben je ne sais pas ce qui se serait passé avec tous ces... Alors ça a été vrai en Italie aussi, hein, dans des zones très difficiles. Mais voilà, ça montre que des équipes expérimentées dans la charge de patients très graves, avec toute la complexité que ça représente, hein, en matériel, en prise de décision, etc., des équipes bien organisées, pour faire tout ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et bien voilà, ça contribue fortement à la résilience de notre pays. Mais il y a quand même eu des problèmes qui ont été identifiés, et qui vont justifier la révision du décret, la publication d'un nouveau décret, d'une feuille de route et de beaucoup de nouvelles mesures qui vont arriver. Premièrement, alors les choses qui ont été pointées de façon officielle, c'est cette gradation à 3 niveaux, réanimation, unité de soins intensifs, unité de surveillance continue, avec des USC qui étaient l'amont, l'aval de la réanimation, mais il n'y avait aucun encadrement, et il y a toujours, au jour d'aujourd'hui, aucun encadrement, et ça a conduit notamment à la multiplication d'unités isolées, avec une très grande hétérogénéité de fonctionnement, et puis pour une bonne partie de ces unités, ou pour une bonne partie des malades présents dans beaucoup d'unités, c'était des malades qui ne relevaient pas vraiment des soins critiques, qui étaient admis dans ces unités
parce qu'ils avaient une certaine lourdeur de soins, mais ils ne relevaient pas à proprement parler des soins critiques. Deuxièmement, ce qui a été pointé, donc je vais passer rapidement parce que vous le connaissez tous, c'est la forte tension en ressources humaines, aussi bien médicales que paramédicales, et peut-être surtout paramédicales, avec des turnovers très élevés qu'on connaît tous dans nos services, plus ou moins. Il y a des services qui sont moins en difficulté que d'autres, mais c'est un premier point. Troisièmement, la nécessité d'améliorer la fluidité des parcours. Je ne vais pas m'étendre là-dessus tout de suite. Un énorme problème qui est le mode de financement. La réanimation, comme ça, toutes les cliniques privées, tous les hôpitaux en veulent une. Tous. Ça, ils sont prêts à signer. Ils étaient prêts à signer. Par contre, pour mettre l'argent qui va derrière, en termes de matériel, c'est pas le plus cher, de locaux, ça commence à devenir plus cher, mais surtout de ressources humaines, alors là, ça a toujours été une grosse difficulté. Et le décret de 2002 a été toujours sujet d'interprétation pour ces raisons-là. Les directeurs d'hôpitaux n'avaient pas forcément le financement, l'argent qui leur permettait d'ouvrir et de faire fonctionner les services correctement, et ça a été bien pointé. Et enfin, il n'y avait pas de réel pilotage territorial, vous en avez un peu parlé dans la discussion, la table ronde antérieure, et surtout pas de stratégie d'adaptation capacitaire. Et donc, l'objectif de la réforme, c'est bâtir une véritable filière de soins critiques, je reprends les termes officiels, davantage intégrée, homogène, garantissant mieux la qualité des prises en charge et mieux à même de répondre aux situations sanitaires exceptionnelles. Donc ça, c'est les objectifs. Alors actuellement, il y a 3 documents clés. J'ai occulté le rapport de la Cour des comptes, qui est beaucoup moins cité. Il y a le rapport de l'IGAS, la feuille de route soins critiques 2022-2025 et le projet de décret. Le rapport de l'IGAS, il est publié. Comme vous savez, c'est des rapports qui ne doivent pas être transmis, mais finalement, ils sont réservés au ministre, mais finalement, il a été diffusé et beaucoup y ont eu accès. La feuille de route, c'est un peu l'avant pour déterminer quelles sont les priorités, mais ce sera aussi l'après du décret, et elle est toujours en cours de discussion et d'ajustement. Et le projet de décret, il est actuellement en cours, il est soumis au Conseil d'État, il est en cours d'analyse, et donc il devrait être publié dans sa version définitive peut-être avant l'été. Donc les 5 axes de la feuille de route, il y a 5 axes, je ne vais pas tous les détailler, je ne vais insister réellement que sur certains points. En fait, 2 points essentiels, le décret et puis cette question de réserve sanitaire. Je ne sais pas si le terme est réellement approprié. Donc c'est bâtir une véritable filière de soins critiques, fluidifier les parcours, lever les tensions sur les ressources humaines. Donc vous voyez, ça cherche à corriger les défauts qui ont été constatés, compléter les leviers de pilotage et aménager une élasticité de l'offre de soins critiques pour faire face aux variations d'envergure. Et donc, je vais vous parler là du renouvellement du cadre de fonctionnement du point 1, et dans le point 1, le point 1.1, le cadre de fonctionnement des activités de soins critiques. Alors, le décret, déjà, il y a un point que vous noterez, qui sera important de noter, c'est que c'est plus le décret sur la réanimation, c'est le décret sur les soins critiques. Alors, on comprend l'idée, c'est d'intégrer la réanimation et les parcours, les filières, etc., et donc de parler de soins critiques. L'intérêt aussi, c'est de traiter des USC, des USI un peu à l'égal de la réanimation en termes de contraintes, d'organisation et de personnel. L'inconvénient, c'est quand même la réanimation, c'est le cœur du réacteur. Et ça, il ne faut pas manquer de le rappeler à chaque fois. Soins critiques sans réanimation, ça n'existe pas du tout. On peut inventer tout ce qu'on veut, même les soins intensifs, etc., et les unités de surveillance continue. Donc, il faut bien garder ça en tête. Et finalement, nous, les CNP, Jean-Pierre vous l'a dit, mais je suis président du CNP de la médecine intensive réanimation, on est très vigilants et on rappelle régulièrement ce point-là. Faut pas, soins critiques, on voit l'idée, mais il faut faire attention, la réanimation, c'est le cœur du réacteur.
Et donc ce décret, il a 2 volets. Hein. Le premier relatif aux conditions d'implantation de l'activité de soins critiques et le deuxième, c'est relatif aux conditions techniques de fonctionnement. C'est très important hein, parce que ce sera opposable et ça conditionnera les ouvertures ou le maintien des ouvertures des unités. Alors premier point, il n'y a plus 3 niveaux, il y a 2 niveaux. Il y a la réanimation et les unités de soins intensifs. Et dans les unités de soins intensifs, on en distingue 4 types différents. Les unités de soins intensifs dites polyvalentes qui seront contiguës au service de réanimation, c'est comme les USC actuellement qui sont contiguës, et qui, cet ensemble réanimation-USIP, ça constituera le plateau de soins critiques de référence de la plupart des hôpitaux de France. Il y a les USIP dites dérogatoires, et c'est bien l'appellation qui est conservée pour le moment, même si c'est quelque part gênant. Imaginez, on ne le dira pas comme ça, mais votre père ou votre mère, ils sont dans l'USIP dérogatoire. Ce n'est pas terrible comme appellation, mais en même temps, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est attention, ce n'est pas des USIP contigus, il n'y a pas l'équipe de réanimation autour, donc... c'est un système fragile, et donc elles sont non contiguës et elles sont dans des établissements qui n'ont pas d'unité de réanimation. Et il y a des USI de spécialité qui peuvent exister dans un établissement sans service de réanimation. C'est 3 types, les USI NV, les USI hémato et les USI cardio, d'accord. Alors, l'USI hémato sans service de réanimation, entre nous, c'est un peu bizarre, et ça aussi, c'est une des petites incohérences du décret. Bon, en fait, c'est pour les centres de lutte contre le cancer avant tout. Hein. Mais bon, voilà. Et donc, les USI de spécialité qui pourront exister dans des établissements disposant de services de réanimation comme la néphro, la pneumo et l'hépatogastro. Et là, la philosophie, c'est celles qui existent. On ne les ferme pas nécessairement. Quand même, elles vont avoir des règles de fonctionnement assez précises. Et il vaut mieux éviter quand même la dispersion, les ouvertures dans les différents établissements, enfin bref, d'en créer de nouvelles. Alors sur les conditions d'implantation, je ne vais pas insister, la définition de la réanimation, ça reste des malades susceptibles de présenter ou présentant une ou plusieurs défaillances d'organes. Par contre, il y a eu beaucoup de discussions sur les malades présents dans les USIP, qu'elles soient contiguës ou pas, et qu'elles soient de spécialité ou pas d'ailleurs. Et ce à quoi on a tenu et qu'on a obtenu, c'est que ce soit des patients qui ne présentent pas du tout de défaillance d'organes et qui ne nécessitent pas de traitement de suppléance. C'est-à-dire que ça reste à peu près similaire à la définition de patients des USC, relevant réellement de soins critiques, mais... pas de défaillance d'organes. Et ça pour 2 raisons. Parce que si on acceptait l'idée d'une défaillance d'organes pour un malade, ça n'empêchait pas que 10 malades, si l'unité fait 10 lits, aient une défaillance d'organes. Donc c'était en fait une réanimation, mais avec du personnel en moins, nettement moins de personnel. Donc il n'était pas question, ça rajoutait du flou, c'était pas cohérent. On sait très bien qu'une défaillance d'organes, aujourd'hui, ça peut être 2 défaillances d'organes 2 heures après ou demain. Donc voilà. Donc ça, c'est très clair. Sur les unités dérogatoires, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elles seront dans des établissements, et même justement parce qu'il n'y aura pas d'équipe de réanimation à côté, eh bien, il n'y aura pas plus de défaillance d'organes. Bon, s'il faut intuber le malade, il est intubé, mais on prépare son transfert. Et sur les soins intensifs de spécialité, je peux vous assurer que les discussions ont été importantes, mais il a été très important pour nous, les 2 CNP, MIR et MAR, de faire comprendre qu'il fallait que ce soit une seule défaillance d'organe, c'est-à-dire susceptible ou présentant une défaillance d'organe, de l'organe concerné par la spécialité. C'était très important et sans autre défaillance d'organe, parce que c'est de la réanimation, ça nécessite une expertise et du personnel spécifique. Pour les patients, c'est absolument indispensable. Et donc, en fait, ça revient à 3 modalités. Donc, le plateau de soins critiques, réanimation, USIP contigu, les USIP dérogatoires dans les établissements qui n'ont pas de réanimation et les USIP de spécialité. Alors, sur les seuils capacitaires,
Je vais passer assez rapidement parce qu'il n'y a pas de gros bouleversements. Disons que c'est mieux précisé. Avant, dans le décret antérieur, enfin dans le décret en cours actuellement pour la réanimation, c'est 8 lits le seuil et 6 lits de manière dérogatoire. Là, ce sera 8 lits, 10 lits si c'est une restructuration ou une création de service qui sera assez rare, avec une dérogation à 6 pour les établissements isolés, etc. Et puis pour les USIP, avant, donc pour les unités de soins intensifs, avant il y avait un seuil capacitaire uniquement pour la cardiologie, les USI cardio qui étaient de 6 lits. Désormais, ce sera 8 lits pour les USI dérogatoires, 4 lits au minimum pour les USI NV et 6 lits au minimum pour les autres USI, en particulier celles contiguës à un service de réanimation. Alors, sur le personnel non médical, un des grands sujets, c'est le ratio. Vous savez qu'actuellement, c'est 2 infirmières pour 5 patients, on n'aime pas dire une infirmière pour 2 patients et demi, une aide-soignante pour 4 patients dans les unités de réanimation. Vous savez que la demande et la tendance, et c'est ce qu'on a obtenu pendant la crise, c'était une infirmière pour 2 patients. Nous n'avons pas obtenu ce ratio-là dans l'immédiat. Parce que, pour une raison essentielle, c'est que la crise de ressources humaines actuellement est tellement importante qu'on aurait phagocyté, rien que pour la réanimation et les soins critiques, trop d'infirmières. Donc c'était difficile à accepter et il a fallu envisager un échelonnement. Cet échelonnement a été décrit. Donc maintenant, ce qui est écrit dans le décret, c'est une cible de 1 pour 2 qui sera conditionnée, mise en œuvre après une évaluation comparative de la charge en soins entre les secteurs de réanimation et les secteurs dits médicaux. Mais en tout cas, la cible de 1 pour 2 est écrite. Donc c'est une demi-défaite et une demi-victoire. On ne peut pas parler de défaite ou de victoire, mais c'est une demi-avancée, on va dire, concernant ce ratio. Pour les aides-soignantes, ça reste à 1 pour 4. Alors un point important, c'est que c'est plus maintenant, en termes de patients, vous savez qu'il y a des établissements qui sont encore restés à ça, c'est-à-dire c'est 1 pour 4 patients, ce qui est obligé à des calculs en théorie, autrefois en tout cas, il y a quelques années, sur la moyenne du taux d'occupation, etc. Et c'était un moyen pour les directions hospitalières de mettre moins de personnel. Maintenant, ce sera par lit ouvert. Et ça, c'est une réelle avancée. C'est-à-dire que si votre service fait 10 lits, eh bien, il faudra 4 infirmières tous les jours. Pour les unités de surveillance continue et unités de soins intensifs, il n'y avait pas du tout de ratio de personnel, sauf en cardiologie. Maintenant, il y en a pour toutes les unités. C'est une infirmière jour et nuit, pour 4 patients, jour et nuit, 7 jours sur 7, une aide-soignante le jour, 7 jours sur 7, et la nuit, pour 4 malades, et la nuit, une aide-soignante pour 8. Notre souhait, c'était une aide-soignante pour 4, nuit et jour. Voilà, ça a été une négociation. On a obtenu que les ratios soient décrits pour les unités de soins intensifs, mais avec une aide-soignante pour 8 la nuit. Voilà. Pour le personnel non médical, un point qui est pour nous très important, c'est que maintenant est intégré à l'équipe un masseur, enfin un kiné, 7 jours sur 7. Donc il doit y avoir au moins un kiné dans un service, 7 jours sur 7, et il est intégré à l'équipe. C'est-à-dire que ce n'est pas un kiné qui est mis à disposition de l'équipe de kiné de l'hôpital, etc., ou le fameux « autant que de besoin » qui ne valait strictement rien dire. Parce que le besoin était tellement variable, l'interprétation d'un hôpital à l'autre. C'est au moins un kiné 7 jours sur 7, et une psychologue, c'est aussi au moins une psychologue ou un psychologue. Là, il n'y a pas le 7 jours sur 7, mais c'est au moins une psychologue, et là aussi intégré à l'équipe, c'est des points importants. Vous voyez que ce qui reste en tant que de besoin, c'est les diététiciens, ergothérapeutes ou personnel à compétences biomédicales. Dans le décret sont aussi très bien décrits les locaux, et ça, très bien.
dans le cadre d'un décret. Il faudra faire des textes professionnels pour les écrire de façon beaucoup plus précise. Mais c'était assez sibyllin au début de la description. Et le travail commun avec la DGOS a permis de reprendre le secteur d'accueil, le secteur d'hospitalisation, les locaux techniques administratifs, les salles de réunion pour que toute l'équipe puisse se réunir quotidiennement si besoin, etc. etc. Un point important sur les locaux, et c'est probablement le point le plus important, c'est qu'il n'y a plus de différence en termes de locaux et d'équipement des locaux entre USIP, l'USIP continu, et réanimation. C'est-à-dire que toutes les chambres d'USIP, désormais, devront pouvoir être utilisées en chambre de réanimation du jour au lendemain. Et ça a des conséquences, j'y reviendrai tout à l'heure, sur la notion de réserve. Il faudra décrire aussi un plan de flexibilité, puisque ça, c'est ce qu'on nous demandera, notre capacité à être flexible et à augmenter notre capacité en lit. Et puis un point très, très, très important dans l'organisation, c'est que maintenant est écrit dans le décret la formation d'adaptation à l'emploi de 8 semaines. Et ce n'est pas au plus 8 semaines, c'est 8 semaines. Et si jamais l'infirmière qui arrive dans le service a une expérience de 5 ans de réanimation, elle sort de 5 ans de réanimation et c'est juste un transfert de service, vous pourrez effectivement peut-être réduire à 4 semaines ou 2 semaines ou 6 semaines, mais dans tous les cas, sinon, c'est 8 semaines. Voilà. Et ça, c'est écrit, et vous voyez que ce qui est écrit dans la feuille de route, parce que c'est une question qu'on nous pose régulièrement, c'est les infirmières en formation ne seront pas comptabilisées dans les ratios par lit afin de ne pas augmenter la charge de travail des équipes. Point très important. Donc, in fine, si vous voulez, on n'a pas obtenu 1 pour 2,5 tout de suite, mais quand même, avec un ratio par lit ouvert, premièrement, et en intégrant la formation d'adaptation à l'emploi de 8 semaines, ça va renforcer les équipes. Ça va renforcer les équipes, et c'est une bonne, très bonne même, première étape avant de passer au ratio à 1 pour 2, on l'espère, dans quelques années, 3, 4 ou 5 ans. L'organisation, la filière territoriale, je vais passer assez rapidement pour vous parler maintenant de cette question d'élasticité de l'offre de soins critiques et des propositions que nous, le CNPMIR, on a fait et qui sont un petit peu d'ailleurs en contradiction avec certaines choses que j'ai un peu entendues tout à l'heure. Donc le constat, nos services, c'est gérer l'imprévu. Et ça, c'est tous les jours. Tous les jours, on a des malades qui rentrent, des malades qui sortent, mais surtout, on a des malades qui rentrent. Et donc, notre but, c'est de vider les lits le plus possible pour faire rentrer des malades qui vont bénéficier de la réanimation. Et donc ça, un point clé très très important, et on est obligé de remettre ça sur la table tout le temps, le taux d'occupation cible d'un service, c'est 80%. C'est pas 85 ou 10%, c'est 80%. Alors peut-être que dans le texte final, ce sera entre 80 et 85%. Nous, on rappelle tout le temps, c'est 80%, 80%. Il y a peut-être des différences dans certains services de réanimation chirurgicale très programmés où on peut avoir un taux d'occupation un peu plus élevé, mais en moyenne, dans les services de réanimation polyvalente, et c'est pas énorme, c'est une cible. C'est-à-dire que quand j'arrive le matin et que j'ai 10 malades, eh bien ma cible, c'est rapidement d'essayer de faire sortir au moins 2 malades. C'est ça que ça veut dire. C'est pas, comme on entend trop souvent, « Ah oui, mais si vous ouvrez, alors en plus sur des lits, il y a des infirmières qui serviront à rien, des aides-soignants. » Non, c'est pas ça du tout. Un service de réanimation, c'est vivant, c'est une rotation des patients, et ça, c'est une cible, et ça nous permet d'admettre les malades. Ça, c'est au jour le jour. Deuxième point, de façon saisonnière, vous savez qu'on a des suractivités, nos services sont beaucoup, beaucoup sollicités, tous les ans, plusieurs fois par an désormais, et on est sous tension. Et puis, bien sûr, lors de pandémies. En gardant toujours en tête, alors là, j'ai présenté qu'une étude, c'est une étude qui avait été faite par l'ARCO, pilotée par René Robert, qui avait étudié l'impact d'un refus d'admission en réanimation faute de place pour les malades qui étaient refusés. Et ça avait clairement montré qu'il y a une surmortalité. C'est-à-dire dire « Ah, je suis désolé, j'ai pas de place, essaye de te renseigner pour le transférer à Vesoul ou à Strasbourg », eh bien déjà, ça altère le pronostic du malade. Okay, les SAMU font un super travail,
transfère les malades dans les meilleures conditions possibles, mais déjà ça, on sait que ça va générer du retard de prise en charge. Et donc ça, c'est très important, d'où ce taux d'occupation de 80%. Alors, si on regarde la pandémie Covid, le capacitaire réanimation, là, il était de 5050 lits et les USC attenantes environ 4000. Donc on arrivait à environ 9000 lits de soins critiques, rien que ce plateau, sans même compter les USC non attenantes qui étaient à un peu plus de 3000, les USI qui étaient à presque 6000. Et donc le capacitaire mobilisable, gardons ça en tête, il était de 11 à 12 000. Qu'est-ce qu'a été le nombre maximal de patients admis dans nos services? Bien sûr, il y a eu des régions beaucoup plus en crise que d'autres, etc. Mais si on regarde sur toute la France, d'abord sur la première vague, on ne sait pas, parce que ça n'a pas été bien compté. Mais sur les vagues suivantes, en novembre, par exemple, on est monté à 6200 patients en tout, donc on était très en dessous du capacitaire maximal ou même du infra-maximal. Bref, on est monté au maximum à 7600. Premier point à garder en tête. C'est quoi l'objectif d'une réserve? Qu'est-ce qu'on veut? En premier, on va être tous d'accord, c'est éviter les déprogrammations chirurgicales ou médicales. C'est ça qui a été un crève-cœur pour nous, ça a été de dire, ben voilà, votre cancer du côlon, il a été découvert il y a une semaine, mais on va reporter l'opération à on ne sait pas quand. Vous aviez une coronarographie qui était prévue, ben on est désolé, elle est reportée parce qu'on va transformer l'USI cardio, etc., etc. Deuxièmement, c'est ne pas faire perdre de chance aux patients, que ce soit les patients en réanimation ou extra-réanimation. Je suis trop long, Jean-Pierre, c'est ça? Ah bon, c'est toi qui m'as pris du temps tout à l'heure. Et utiliser le plus longtemps possible les organisations habituelles des services. Parce que c'est ces services-là, c'est vous qui avez l'expertise, qui avez l'habitude, qui savez comment gérer au mieux les flux et les malades qui sont présents dedans. Et donc, notre proposition, c'est d'organiser, mais de bien organiser, 2 niveaux de réserve sanitaire en réanimation. Et donc, c'est d'organiser au mieux, mais vraiment de façon optimale, l'élasticité capacitaire de chaque service. Ça, c'est le premier niveau. Et donc, il faut un socle capacitaire de base qui soit conforté. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a 500 lits de réanimation. Vous savez, dans les 1000 lits qu'on veut créer, il y a 500 lits de réanimation qui sont fermés. Donc, c'est les ouvrir, c'est les doter en personnel suffisant. Déjà ça, il faut réviser les niveaux capacitaires dans les régions en difficulté, premièrement. Deuxièmement, garder l'idée que les institutions et les services doivent être autonomes le plus longtemps possible et ils puissent répondre aux pics saisonniers, c'est-à-dire pendant toute l'année. Et qu'est-ce qu'on observe de ces pics saisonniers? Ce n'est pas les données ni de Jean Régnier, ni du CNP, ni de... Voilà, c'est les données de la DGOS. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que nos seuils capacitaires usuels, ils sont régulièrement dépassés pendant une année. Là, c'était l'année 2018, c'était avant le Covid. On voit qu'il y a un besoin d'élasticité et déjà de dépasser nos seuils capacitaires. Par contre, pour mémoire, pendant la crise Covid, on n'a jamais atteint le maximum. Et si nos services étaient correctement dotés, si on était capable d'ouvrir, quand on sera capable d'ouvrir avec une élasticité suffisante, notamment en personnel, en matériel c'est facile, mais en personnel, les unités de soins intensifs polyvalents contigus, eh bien, on pourra répondre à la très grande partie de la pandémie. Et donc, le deuxième niveau, c'est là qu'il faut concevoir, évidemment, quand tout ça est dépassé, une réserve sanitaire de recours. Ce n'est pas écarté, c'est en cas de dépassement, quand les moyens hors champ critique habituels sont complètement dépassés, et pour répondre à une situation qui est généralisée sur le territoire. Parce qu'on a vu qu'il pouvait y avoir des entraides de territoire à territoire d'une même région, on le sait, mais aussi interrégionaux. Et donc c'est très important pour nous de travailler sur ces 2 volets, en sachant qu'une réserve externe, construire une réserve, former du personnel, etc., c'est très théorique,
Et ça ne fonctionnera pas si on a un système qui est peu résilient, sans capacité d'adaptation interne. Ça, on pense que le système est voué à l'échec. Alors sur quoi reposerait ce premier niveau, là, la réserve sanitaire de métier? Donc l'objectif, on garde ça en tête, c'est la mobilisation progressive en fonction des besoins locaux et régionaux. Il faut effectivement qu'il y ait une discussion régionale aussi, des lits d'USIP contigus au service de réanimation. L'idée, c'est avec le personnel médical et non médical habituel du service, en sachant que le personnel médical, et ce qu'on espère, c'est que rapidement dans l'année, je ne vais pas parler là du nombre d'internes et des postes d'internes ouverts, mais ce qu'on espère, c'est que rapidement dans les années à venir, les problématiques en personnel médical se régleront, mais transformer des lits d'USIP en lits de réanimation ne nécessitera pas, dans un premier temps en tout cas, de renforcement de personnel médical. Par contre, pour le personnel non médical, ce n'est pas le cas. Et donc là, les propositions, c'est deux choses. Premièrement, d'internaliser l'effectif nécessaire à la gestion des arrêts de travail, du turnover. Il est de 24% en moyenne en France, ça c'est des données connues, et de la formation d'adaptation à l'emploi. Il faudra que les services ne soient pas dotés comme ça un peu au lance-pierre ou ponctuellement, mais il faudrait que ce soit intégré à la dotation du personnel, et aussi en favorisant le recours aux heures supplémentaires. Alors pas n'importe les heures supplémentaires payées un peu n'importe comment, comme avant, ou récupérées, etc. On a vu l'expérience récente montre que quand on double le paiement des heures supplémentaires, il y a des professionnels qui sont demandeurs. Et donc, il faut payer correctement les professionnels pour le travail qui est effectué. C'est évident. Et ce sera bien moins coûteux que d'inventer des organisations plus ou moins bancales. Par exemple, dans mon service, j'ai été vérifier ça avec la direction des soins. Donc c'est un service de 25 lits de réanimation et de 5 lits du SC. Actuellement, on n'a que 5 lits du SC, parce qu'on a eu une augmentation capacitaire, mais pas possibilité de construire d'autres lits pour le moment, mais bon. On a 66 ETP d'infirmières, c'est les données 2021. Le taux d'absentéisme est de 9%, et l'effectif travaillé, c'est 76. C'est environ, donc, 10 équivalents temps plein. On voit que, et là c'est sans compter une formation d'adaptation à l'emploi de 8 semaines, etc., on voit qu'il serait largement possible, si on intégrait ces équivalents temps plein en permanence dans l'équipe, d'avoir l'autonomie, et ce serait pas plus cher, d'avoir l'autonomie pour gérer ces pics d'activité et donc gérer cette élasticité. Donc l'avantage de ce type de réserve, entre guillemets, c'est plutôt d'avoir une résilience intrinsèque, autonome, qui préserve au mieux la qualité des soins, sans aucun retentissement sur les autres activités, ça ne ferme rien, et sans coût de formation. Les inconvénients, après moult discussions, on n'en a pas ciblé de spécifique. La réserve de recours, elle sera probablement utile, j'espère dans 10 ans ou dans 20 ou 30 ans, mais il faut quand même évidemment la concevoir. Et donc là, elle est constituée de personnels médicaux et non médicaux, elle serait constituée qui ont, à nos yeux, une expérience en réanimation. J'entendais aller former des personnels qui n'ont aucune expérience en réanimation ponctuellement sur quelque chose. Je pense que vous en parlerez après. Pour nous, c'est un petit point de désaccord. Ça a généré de la souffrance de ces personnels parce qu'ils n'étaient pas bien formés, mais ça a généré aussi de la souffrance du personnel, ça a été très bien montré sur les études sur le burn-out, du personnel qui était très bien formé et qui avait à accueillir ces personnels-là et qu'il faudra de toute façon former aussi. Donc c'est une vraie difficulté. Et donc, ce qu'on propose, c'est de repérer, de conserver dans un listing ces personnels qui ont une expérience en réanimation, qui ont quitté la réanimation par choix personnel. C'est des gens qui, on le sait, seraient rapidement opérationnels, qui assureraient un soutien réel et quasi immédiat et qui seraient garants d'une meilleure qualité des soins. Pour les personnels médicaux, c'est pareil, ça pourrait être des MIR ou des MAR qui ont exercé en réanimation au post-internat, ou des anciens internes d'autres spécialités qui sont venus dans nos services et qu'on pourrait utiliser comme personnel junior.
Pour les personnels non médicaux, la proposition, en termes d'expérience, c'est des infirmières ou des aides-soignantes qui ont exercé au moins 2 ans en réanimation, mais sans limite au-delà quant à leur ancienneté, pour peu qu'ils et elles aient suivi des sessions d'actualisation annuelles. Et ça, c'est pas très difficile pour repérer les matériels qui ont évolué. Mais ça impose de définir, on ne peut pas faire ça comme ça au hasard, ça impose de définir précisément une cible volumétrique. Le nombre de lits à ouvrir, qu'est-ce qu'on projette d'ouvrir, le nombre de réservistes, quel est le phasage, c'est-à-dire quand l'USIP sera dépassé, après c'est dans quel secteur on va aller, combien de lits, etc. Donc ça impose d'avoir une organisation très très précise. Ça impose de constituer un suivi de ces personnels par contact régulier, des formations régulières qui doivent être organisées aussi, et ça impose, et c'est très important, vous avez souri sur les heures sup quand j'ai dit qu'elles devaient être correctement payées, mais c'est une évidence de valoriser le statut de réserviste. On ne va pas demander à des gens, vous quittez la réanimation, restez sur mon tableau Excel et je vous rappelle dans 10 ans si ça ne va pas. Donc il faut des contacts réguliers, éventuellement des petites mises à niveau, mais il faut les payer aussi. Alors, quel sera le moyen envisagé? Les directeurs envisageront ça avec les directions des soins, avec les syndicats, etc. On verra. Est-ce que c'est des gardes? Est-ce que c'est des périodes courtes? Mais de toute façon, il faudra indemniser le professionnel et l'établissement, le service ou son activité libérale qu'il ou elle n'occupera pas pendant ce moment-là. Et puis deuxièmement, d'autres propositions qui peuvent nous paraître intéressantes et plus originales, c'est proposer un départ anticipé à la retraite en fonction de la durée du statut de réserviste et de mobilisation le cas échéant. C'est quand même une organisation très lourde, tout ça, cette réserve, et avec des coûts très importants. Et c'est pourquoi le niveau 1 nous paraît extrêmement important. Et il faudra bien sûr, ça n'exclut pas d'anticiper une organisation interrégionale, voire nationale de ces retraites et des dispositifs d'aide. Voilà, j'ai un peu dépassé, je vous remercie beaucoup. Je voudrais juste, Jean-Pierre me pose une question, faire une petite différence là auquel j'ai pas. Je vous ai présenté le décret, la feuille de route. Ça, c'est ce qui est en cours de travail officiel et qui va quasi certainement arriver. La réserve, c'est des discussions qui sont en cours. Et là, c'est les propositions du Collège national professionnel de la médecine intensive réanimation, qu'on a un peu partagé avec le syndicat des infirmières, mais c'est encore que des propositions, c'est pas du tout décidé. Merci beaucoup, Jean. Non, c'était long, mais important, puisqu'on l'avait annoncé, effectivement, ce décret va sortir. Alors, on pensait qu'il allait sortir plus tôt, parce qu'on se pose la question avec Cédric, ça va peut-être être la semaine prochaine, tu nous dis avant l'été. Mais bon, il y a effectivement beaucoup de travail à faire un petit peu en amont. Alors, si vous avez des questions, on va quand même laisser le temps aux questions, c'est important. Et puis, profiter que Jean Régnier soit là, effectivement, en tant que président de la CNCP et coordonnateur de ce décret. Est-ce que vous avez des questions à lui poser ? Oui, j'ai fait dire, oui, effectivement. Je suis infirmière en réanimation à l'hôpital Lyon-Sud et je voulais savoir sur la formation à l'emploi, ça n'a jamais été évoqué pour les aides-soignants et les kinésithérapeutes. Est-ce que ça a été évoqué ou pas du tout? Sabine est là, vous en discuterez. Moi, je ne peux pas donner toutes les réponses, premièrement. Deuxièmement, pour les aides-soignantes, c'est clair qu'on n'a pas encore fait les progrès qu'on a pu obtenir pour les infirmières. C'est clair. Donc je pense qu'il faudra, quand on aura consolidé ça pour les infirmières, il faudra réellement le faire pour les aides-soignantes. C'est clairement un manque. Il y a aussi l'augmentation de salaire, etc. Tout ça n'a pas été traité. Je suis 200% d'accord avec ça, avec vous, et on est tous d'accord avec vous sur ce sujet. Voilà. Mais là, il y avait, vous savez, c'est toujours pareil, les priorités, les négociations, les discussions, et voilà. Il faudra traiter, bien sûr, la question et le statut des aides-soignantes en réanimation. J'étais un peu surpris, Jean, parce que les USIP qui sont contigus à l'AREA, finalement, ils vont prendre des malades moins lourds que les unités de soins intensifs mono-organes avec une défaillance. Je pense à la ventilation en pneumo. C'est logique, ça, ou pas? C'est bizarre. Bon, écoute,
c'est une des choses un peu bizarres. Oui, d'accord, t'es d'accord. Mais on n'allait pas interdire aux pneumologues de ventiler un peu leurs malades et aux néphrologues de les dialyser. Si vous regardez bien dans les USIP de spécialité, je peux vous dire qu'il y a eu des discussions assez passionnelles sur ces sujets. Et nous, bien sûr, on aurait préféré que pour ces unités, ce soit susceptible, parce qu'on sait très bien tous. Alors, il y a eu la discussion sur une option dans le cadre des DES, soins intensifs, pneumo et néphro, qui a été discutée aussi. Et donc, ça a été difficile. Mais par exemple, en hémato, il n'y a pas de défaillance hématologique, il n'y a pas de traitement de défaillance spécifique. En neuro, il n'y en a pas non plus. En gastro, à part transfuser une hémorragie digestive, il n'y en a pas non plus. Donc voilà, donc pour la pneumo et la néphro, effectivement, il y aura toujours pour la néphro la possibilité de dialyser en aigu. Charge à nous d'organiser ça correctement, mais ça ne concerne qu'un tout petit nombre de services, ces soins intensifs, et que dans les CHU. Donc voilà, on n'en a pas fait, non, on ne pouvait pas non plus les empêcher de ventiler ou de dialyser les malades. Voilà. Je me permets aussi une question, sauf si dans la salle. Merci pour la présentation qui était très attendue aussi. On a beaucoup parlé des ressources humaines. Et je trouve que ce qui m'interpelle, c'est l'absence au niveau des ressources médicales, de ratio lits soignants. Est-ce qu'il y a quelque chose... J'imagine qu'il y a eu des discussions autour de ça. Oui, il n'y en a pas. On n'a pas mis Il y a eu plein de discussions, mais il n'y a pas de ratio. Et on s'engage. Et d'ailleurs, pour les infirmières, enfin les textes et les aides-soignantes, comme vous l'avez dit, les textes sont très incomplets en fait. C'est un peu le côté décevant d'un décret. On s'imagine que ça va écrire tout dans le détail. Donc, nous, notre prochain objectif ensuite, c'est de faire des recommandations professionnelles. C'est très suivi. Par exemple, ça a eu des impacts sur l'organisation des USC, etc. Il y a un directeur parmi nous, mais je sais que les directions regardent, ne balayent pas d'un revers de main les recommandations professionnelles. Et donc, par exemple, pour les médecins, on tend tous pour un médecin et un interne, quand il y a des internes, pour 5 malades. C'est le jour. Le jour. Donc, constituer une équipe pour ça, plus organiser la permanence des soins. Mais tout ça, ça doit être travaillé, écrit en termes de recommandations professionnelles, ce n'est pas dans le décret. Merci. Dans la salle ? Ah, si, pardon. Une question ? Ce sera la dernière question avant d'accueillir les orateurs suivants. Séverine, AS de nuit en Réa à Dieppe. Je rejoins un peu ce qu'a dit tout à l'heure la collègue infirmière. La Réa, c'est un binôme aide-soignante-infirmière, et je trouve ça dommage quand même que dans un décret pour la réanimation, vous n'avez pas traité directement le binôme IDE-AS, parce qu'en fait, là, on n'est pas du tout... quelque part, on n'est pas reconnu comme formation spécifique, et la preuve, on le voit dans la prime que les infirmières vont avoir, et nous, on est les grands oubliés. Je suis d'accord. Mais j'aime pas dire ça, mais tant pis. Il faut voir le verre, ce qui a été rempli dans le verre, c'est-à-dire qu'il y a néanmoins des ratios maintenant dans les USIP. Avant, il n'y en avait pas. Et ça concerne aussi bien les infirmières que les aides-soignantes, là. Donc, je suis d'accord sur la reconnaissance salariale, la reconnaissance de la pénibilité. Il y a des engagements sur le travail, par exemple, reconnaître le travail de nuit, et le valoriser mieux financièrement et dans la pénibilité pour éventuellement la retraite. Mais tout ça, c'est au stade de discussion. Mais vous avez raison. On n'a pas été... sur l'écriture du décret... Alors moi, je tiens à préciser, je ne suis pas coordonnateur, je suis président du CNP. Je suis qu'un de ceux qui discutent et argumentent. Donc, on discute beaucoup, on argumente beaucoup, mais on n'a pas toujours gain de cause. Et sur ce sujet-là, il va falloir continuer de travailler. Et là aussi, c'est très, très important de faire des recommandations professionnelles. C'est quand même très écouté. Mais voyons aussi que pour les USIP, maintenant, on a quelque chose d'écrit. Et vous savez comme moi que dans les USC, c'était souvent 1 pour 6, 1 pour 8 aides-soignantes, 2 jours comme 2 nuits.
Sur les infirmières, c'était aussi très élastique, donc voilà. Mais je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup.